parti. Voilà, OK, j'ai lancé le recording. Parfait. Donc, je vais commencer par... OK, ça marche. OK, donc je vais commencer par me présenter et puis on va présenter tout le groupe et puis on commence. Voilà. Donc, moi, c'est Afou Touré Samb, je suis consultante financière. J'ai passé la plus grande partie de mon expérience professionnelle à Deloitte à New York, mais j'ai aussi travaillé avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Donc, en termes de secteur, je suis plutôt, disons, dans le secteur financier, mais aussi avec les institutions de développement financier et les ONG et aussi les organisations, les fondations, si on veut dire. J'ai aussi un MBA, un Master of Public Administration de Wharton et Harvard. Donc, l'éducation, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Je suis toujours ouverte à apprendre et je pense que j'ai beaucoup à apprendre aujourd'hui avec mes deux compagnons. Et je suis aussi très active sur l'autonomisation de la femme, le développement personnel et professionnel, surtout des jeunes, et la croissance des PME locales en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis là en tant que fondatrice et CEO de HTS Partners. Donc, je vous présente un peu notre organisation. Donc, HTS, c'est un cabinet de conseil. On est plutôt axé sur la stratégie managérielle et financière pour la préparation et l'investissement, mais surtout le développement des PME africaines. On a pour mission d'aider et surtout aider les PME à libérer leur plein potentiel et celles surtout qui sont dans les domaines à forte croissance. Et donc, on leur propose des solutions sur mesure comme l'assistance technique, même aussi mettre des dossiers pour les aider aussi à lever des fonds. Et aussi, on se concentre sur les PME qui soit appartiennent à des femmes ou bien qui emploient une majorité des femmes. Comme je l'ai dit plus haut, voilà, l'autonomisation de la femme, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, voilà un peu. Après, je vais introduire Nabou Fall, qui n'est vraiment plus à présenter. Elle est vraiment multitalentueuse, donc auteure, entrepreneur, philanthrope, communicatrice, coach, mentor. Vraiment, elle fait tout, tout, tout. Et elle n'hésite pas à prendre la parole pour défendre la condition de la femme. Elle est CEO de Viséo, une agence de marketing et communication, et aussi cofondatrice du iHub Abidjan. Donc, elle aussi, elle va nous partager ses expériences sur comment elle gère cette période de crise du COVID en tant que dirigeante d'entreprise. Nabou, tu veux nous dire un peu plus sur le iHub d'Abidjan? Alors, iHub, c'est un incubateur qui a été fondé, nous dirons maintenant Impact Hub, parce que nous avons officiellement eu la licence Impact Hub. Et Impact Hub est un réseau d'incubateurs d'impact en Afrique qui a pour but de soutenir les entrepreneurs qui ont vraiment des projets qui impactent sur la société de façon positive. Donc, je suis l'une des cofondatrices, nous sommes plusieurs. Et Impact Hub Côte d'Ivoire, c'est vraiment nouveau, c'est iHub que ça s'appelle encore, mais on va bientôt démarrer le rebranding. Impact Hub Abidjan a commencé sa mission il y a à peu près un peu moins d'un an. Nous avons des cohortes d'incubation, nous offrons différents services, de l'hébergement en coworking, de l'hébergement en location. Nous avons des locaux que nous louons. Nous offrons aussi des espaces pour des formations, des événements. Donc, et nous avons aussi des programmes d'incubation qui s'adressent à des entrepreneurs. Nous sommes à notre deuxième cohorte d'incubation et nous essayons, notre objectif et notre but, c'est vraiment de renforcer l'écosystème en Côte d'Ivoire et de pouvoir, dans 2 ans, 3 ans, pouvoir être les témoins et les acteurs de belles histoires d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Voilà. Great. Donc maintenant, Souleima Abdenebi est africaine, mais originaire de Tunisie. Elle est aussi économiste et vraiment passionnée pour le développement et surtout l'amélioration de la condition de la femme africaine. Donc, il y a un thème ici. C'est vraiment pourquoi on est toutes les 2-3 dames dans ce panel. Mais voilà un peu, elle aussi a beaucoup d'expérience au niveau international, au sein d'institutions comme l'ONU et la BAD. Et elle est alumne de HEC Carthage, Paris 1, Sorbonne, mais elle est en direct d'Abidjan avec nous. Souleima, coucou. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en parfaite santé, physique et mentale surtout. Je te remercie, Afou, de la présentation africaine originaire de Tunis. Tu sais, pour l'anecdote, hein, quand on me pose la question sur mon origine, je réponds tout le temps. Mon pays est l'Afrique et mon village est la Tunisie. Donc, ça se voit que tu me connais vraiment en tant qu'Africaine de Tunis. Ça m'enchante. C'est exactement ça. J'aime ça. Oui.
c'est l'Afrique qui gagne. Donc voilà, donc comme on l'a dit plus haut, voilà, on est toutes réunies aujourd'hui pour parler un peu de cette crise de COVID-19. Comment est-ce qu'elle nous affecte et comment, au fait, on peut essayer de partager des conseils, mais surtout des expériences sur comment essayer de gérer du mieux qu'on peut cette crise. Mais déjà, en termes d'entreprise ou en termes même de personnellement, tout le monde n'est pas affecté au même niveau. Et il y a différentes raisons pour lesquelles les gens peuvent être affectés. Donc, Sulema ou je ne sais pas, l'une d'entre vous, si vous voulez entamer déjà une discussion sur quelle est cette crise, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-elle aussi, si on veut dire, inédite et affecte tout le monde. Et après, on va passer dans le vif du sujet sur comment vraiment aider les entreprises locales à gérer cette crise. Je passe la parole à Sulema. D'accord. Comment, Nabou? Tu veux que je commence? Je te passe la parole. Volontiers. Donc, la crise, elle est effectivement inédite. Hein, elle est inédite et elle est exceptionnelle parce qu'en fait, c'est la conjonction de plusieurs aspects, si ce n'est la majorité des aspects d'une crise. Parce que la crise, en général, ça peut être une pénurie. Une crise, ça peut être une rupture avec un équilibre quelconque. Une crise, ça peut aussi être une manifestation brutale d'un phénomène climatique, écologique, un virus. Cette crise, la crise du moment actuel, c'est tout à la fois en fait. C'est la crise sanitaire, économique, comptable, financière. Elle se passe partout, au même moment, simultanément. Et c'est ce qui la rend singulière et inédite, effectivement. Moi, j'ai vu des comparaisons avec la crise de 1929 ou bien la crise de 2007, mais il n'y a aucune comparaison. C'est une crise d'une grande ampleur, mais je vois dans cette grande ampleur de crise une chance pour l'Afrique. Une chance pour que l'Afrique fasse enfin ce saut quantique, ce leapfrog dont on a beau parler. Je pense que les éléments sont aujourd'hui réunis pour que l'on décolle. Mais le moment y est inédit, il faut savoir gérer la crise et anticiper l'après. C'est intriguant. D'ailleurs, je ne veux pas trop tarder sur ce point, mais j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à cette problématique de crise à consulter un livre, c'est un best-seller qui a été écrit par Nassim Taleb, il s'appelle The Black Swan, le cygne noir. Il a été publié en 2007 et c'est un livre intriguant, c'est de la philosophie, mais facile d'accès, soit dit en passant, qui parle des crises qui sont rares, imprévisibles, extrêmes, mais surtout, et ce qui est intéressant, comment l'humain appréhende ces crises et comment il les gère. Voilà. D'accord. À vous. Alors, je ne vais pas répéter ce que Sulema a dit, mais une crise, pour moi, c'est vraiment une disruption dans notre quotidien, dans notre façon de vivre. Et aujourd'hui, nous vivons la crise comme une transformation, plutôt un bouleversement dans notre façon de vivre habituelle. Et c'est une vraie crise. Et je dirais, c'est pas 29, c'est pas 2007, mais c'est plutôt une crise sanitaire qui est occasionnée par un virus qui peut s'apparenter un petit peu à la crise qu'on a eue. La dernière crise de cette envergure a été la crise de 1918-1919 jusqu'à 1920 de la grippe espagnole où il y a eu plus de 50 millions de personnes qui sont mortes. Nous, il n'y en aura pas autant, Inch'Allah. On essaie d'être très positif parce que je pense que le mindset joue beaucoup. Les énergies qu'on envoie dans l'univers et autour de nous sont très importantes. Donc, une crise, c'est quelque chose il y a une disruption dans notre quotidien et ça nous perturbe et ça demande de l'adaptation, de la transformation et de l'organisation. Voilà. Et les éléments clés qui demandent vraiment, qui disruptent non seulement notre jour au jour, si on veut dire, et puis aussi les éléments des entreprises, c'est surtout que parce que c'est une crise sanitaire et l'Afrique vient de dépasser, si on veut dire, les 10 000 cas, et c'est un virus et une pandémie qui est vraiment très contagieuse. Donc, maintenant, là, on veut s'assurer que déjà, on ne contamine pas d'autres personnes et qu'on ne s'expose pas au virus. Donc, maintenant, on est en période plus ou moins de quarantaine. Il y a le port de masques et de gants, il y a le lavage des mains. Donc, il y a beaucoup de mesures d'hygiène qu'on doit prendre. Il y a, par exemple, la distance physique. Donc, tout ça, vraiment, si on veut dire, créer ça bouscule vraiment les activités et notre quotidien. Voilà. Et donc maintenant, en termes de l'impact sur les différentes entreprises, comme on l'a dit plus tôt,
toutes les entreprises ne seront pas touchées au même niveau, même les personnes aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cette analyse-là pour identifier quel sera l'impact réel de cette crise sur mon entreprise, sur ma personne, sur même, par exemple, mes finances, et comment est-ce que je peux me relever de cela parce qu'on n'a aucune idée sur quand ça va finir, comment ça va finir et quel sera l'impact général sur l'économie de notre région. Effectivement, la crise, elle ne sera pas identique. C'est-à-dire que les entreprises, en l'occurrence, et là on parle des entreprises, elles ne vont pas toutes traverser la crise de la même manière. Et pour la simple raison que chaque entreprise, elle est dans une situation de gérer non seulement des facteurs qui lui sont propres, à savoir des facteurs endogènes, comme par exemple ses états financiers, son capital humain, etc., mais aussi, de par son appartenance à un environnement qui est lui-même turbulent, elle doit aussi gérer des facteurs exogènes. Et là, j'entends la conjoncture économique, le PIB national, la situation sécuritaire, politique, nationale, mais aussi internationale. Et donc, chaque entreprise, et aussi selon son secteur d'activité, elle va s'adapter et elle va cette astuce, cette manière de gérer la crise et d'anticiper le futur. Vous êtes bien d'accord que des entreprises qui ont une forte intensité capitalistique ne vont pas subir les mêmes dommages que les entreprises digitales, biens de services, etc., de par leur charge fixe, de par leur nature. Voilà. Hein? Donc, on est bien d'accord, Nabou, n'est-ce pas? Alors, je rejoins Silima et je vais rajouter quelque chose, c'est que nous sommes dans des économies qui sont assez particulières où les entrepreneurs ne sont pas, entre guillemets, ils sont légion, mais combien d'entrepreneurs ont réellement assez de cash flow, assez de liquidité pour survivre et surmonter les réalités de cette crise actuelle. Je peux prendre notre exemple. La première attitude à avoir, je pense aujourd'hui, pour une entreprise, c'est d'être réaliste et de savoir que nous vivons une vraie situation, une vraie, entre guillemets, crise et qu'il y a des réalités qui sont là qu'on ne peut pas omettre. On ne peut pas continuer à exercer nos métiers de la même façon en se disant ça ira. Je pense qu'il y a il y a des risques énormes et c'est prouvé. Donc, nous devons faire face à la réalité et accepter que cette crise, cette disruption va transformer notre façon de travailler déjà, premièrement. Deuxièmement, je dirais qu'il y aura des implications économiques pour tenir quand il va falloir revenir, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'en sortir en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur d'entreprise, en tant que collaborateur d'une entreprise, parce que ce ne sont pas que les dirigeants d'entreprise qui sont, mais l'entreprise doit devenir une équipe, une vraie équipe, et il y a un esprit de solidarité qui doit être au-delà de toute individualité. Je pense que ça va transformer complètement nos façons de penser, nos façons de vivre. Nous ne pouvons plus, que ce soit en Occident où ils sont déjà plus individualistes, que dans nos sociétés qui sont modernisées, dans nos environnements plus modernes, penser en tant que moi, mais plutôt en tant que nous. Nous devenons part d'une communauté, d'une entreprise, d'un ensemble, et nous devons réfléchir de façon à ce que toute la communauté survive à cette crise. Troisièmement, l'autre élément qui est extrêmement important, au-delà il y a aussi l'aspect mental de la personne en tant que personne. On ne dit pas aux gens, je suis chef d'entreprise, je travaille dans une entreprise, je suis directeur, je suis responsable de département. Il y a des implications. Qu'on le veuille ou non, nous sommes en train de vivre un traumatisme. Et ce traumatisme, nous sommes tous traumatisés. Il faut qu'on l'accepte. Il n'y a pas de faiblesse à dire non, je suis plus fort, je supporte. Ce n'est pas une force de supporter. Au contraire, ça risque de créer un contre-coup. Cette façon de vivre, comment est-ce qu'on peut être un papa ou une maman habitué à aller travailler? Maintenant, nous sommes tous obligés de rester à la maison. Ouais. On n'est pas des enseignants, on doit enseigner à nos enfants, on doit suivre ce qui se passe. Comment tu peux tenir une réunion virtuelle et en même temps, il y a un cours avec ton enfant? C'est difficile. Il y a des réalités. On doit gérer tous ces différents aspects, aussi des aspects humains. Ouais. Je suis totalement d'accord. Et je dirais que nous-mêmes, à notre niveau déjà, je veux quand même essayer de faire la part des choses. Beaucoup d'entre nous, on ne vend pas nécessairement de produits, comme on l'a dit plus tôt, on donne des services, on est consultants, on est financiers, économistes.
Donc, on a cette flexibilité-là, ou bien je dirais même ce privilège de pouvoir travailler de la maison. Donc, on arrive à faire nos webinaires, on arrive à faire nos réunions en ligne, même si ce n'est pas évident parce qu'on est maman, vous et moi, et les enfants sont là. Il y a plein de distractions. C'est vraiment assez compliqué de se dire qu'on peut fonctionner aussi bien qu'avant dans tout un nouveau environnement. Donc, j'ai vu un quote qui disait que ce n'est pas que maintenant on travaille de la maison, work from home, mais on essaie de survivre la crise. Et aussi, il y a le travail, mais ce n'est pas du genre, on continue le travail comme si rien ne s'était passé. Donc, on doit se mettre dans la mentalité qu'on est en train d'essayer de gérer cette crise-là en essayant tout au moins de quand même travailler. Donc, les employeurs et même les dirigeants, les leaders doivent comprendre que forcément, il y aura une baisse de productivité et aussi en termes même d'efficacité, parce que vraiment, il y a d'autres facteurs qui nous impliquent. Maintenant, pour nos amis ou collègues, justement, qui maintenant vendaient des produits, qui avaient des magasins, le secteur du tourisme, les taxis, tous ces secteurs-là qui sont vraiment très high touch, comme on dirait, eux, ils doivent voir leurs clients. Les gens ne sortent plus, les gens ont peur. Il y a le couvre-feu qui limite aussi. Il y a un peu, si on veut dire, tuer la vie nocturne et tout ici à Abidjan. Comment est-ce que ces services-là peuvent s'adapter? Eux, ils perdent encore plus. Maintenant, il y en a plein qui ont dû fermer leur magasin. Comment est-ce que ces services-là peuvent s'adapter, essayer de gérer cette crise-là pour on ne sait combien de mois encore? Comment est-ce qu'ils survivent? Surtout l'informel aussi. Oui, ça c'est un autre fléau. Mais tu sais, en général, hein, la gestion de la crise pour l'entreprise, c'est bien que je rejoins bien évidemment Nabou et je rejoins toi aussi Afou dans la gestion du personnel, hein, parce que à la fin, on est des humains et les entreprises, aussi bien les entreprises que les nations, sont gérées par des humains. Donc l'humain, le personnel doit être fort pour que les nations et les entreprises soient bien gérées. Cela dit, l'entreprise, elle doit vraiment, le chef d'entreprise, le conseil d'administration, ou même dans le formel, c'est-à-dire tout chef d'entreprise, doit se dire et doit réaliser qu'on est dans un moment inédit, qu'on est en crise. Et quand on est en crise, on prend les choses en main et on commence par se dire qu'il faut la gérer. Donc, il faut créer une cellule de crise. Je ne suis pas en train fictive, hein, je ne suis pas en train de dire des chaises et des tables et tout, mais se dire que voilà, il y a une crise, il faut qu'il y ait une cellule. Une cellule, moi je la pense à double vocation. Alors la première vocation, c'est pour gérer l'urgence, pour agir le moment présent, mais en parallèle, il faut qu'il y ait aussi anticipation du futur. Donc pour la gestion du présent, pour moi, deux choses fondamentales qu'il faut vraiment faire. D'abord, c'est la gestion de la trésorerie. Il faut sécuriser le cash. Encore une fois, le moment est inédit. Il faut que la trésorerie, il faut que le chef d'entreprise puisse mettre de l'argent de côté. Il faut qu'il sache combien de dépenses il a, les charges fixes et tous les encaissements. Ce cash burn qu'on appelle, c'est un anglicisme, donc il faut vraiment qu'il connaisse ce qu'il a dans son business plan, et plus, puisqu'on est dans un moment inédit. Rajouter à ce cash burn, rajouter les pertes, parce que des pertes, il y en a. Rajouter les pertes et estimer le temps que ces pertes vont durer. Donc, la trésor, pour moi, c'est le plus important. D'accord, le besoin de fonds de roulement, etc., on en parle tous, financière que je suis, c'est quelque chose qui m'inquiète, mais le moment, comme a dit Nabou, est à la solidarité. Il ne faut pas sacrifier ses fournisseurs, il ne faut pas sacrifier ses salariés. Il faut continuer à leur donner de quoi faire tourner l'économie, la consommation. Parce que si on arrête, d'accord, il faut s'adapter, mais si on arrête de payer ses salariés ou bien si on ne paye pas ses fournisseurs, et ces gens-là, ils ne vont pas avoir du cash pour justement continuer à consommer. Donc, la gestion de la trésor, dans la gestion actuelle, la sécurisation de la trésorerie, hein, tout en restant humain et solidaire. La deuxième chose dans l'urgence, c'est de garder un niveau extrême d'alerte. Et là, j'entends la surveillance interne et externe. Interne, le chef d'entreprise ou bien cette cellule de crise doit être en mesure de connaître tout ce qui se passe dans l'entreprise, les ratios prudentiels de risque, les chiffres et les communiquer avec les partenaires, leur dire que voilà le niveau de dette, voilà le service de la dette, l'État il est un peu mal en point, etc. Il faut connaître ça. La deuxième chose au niveau de l'alerte, c'est l'externe. Je donne un exemple. Les États, aussi bien les États
que les institutions financières, en l'occurrence mon établissement, on a prévu des mesures pour les entreprises, PME ou bien les plus grandes. Par exemple, les nations, ils ont prévu de nationaliser les entreprises qui ont peut-être fait faillite après la crise. Ils ont aussi prévu des fonds pour supporter les PME, une injection d'argent, l'échelonnement de la dette, etc. Donc, l'entreprise, elle doit être en mesure de capter toutes ces informations-là et de se préparer en conséquence pour savoir lesquelles de ces mesures lui est adaptée et se préparer. La deuxième chose, la deuxième vocation de la gestion, c'est l'anticipation de l'après. Parce qu'après, il y en aura. D'accord, oui, on peut ne pas être optimiste, mais moi, personnellement, je sais qu'après, il y en aura. Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit oui, business will continue, but not as usual. J'ai écrit il n'y a pas longtemps. Et pour dire que oui, il y aura une vie après. Bon, certainement pas comme maintenant ou comme avant, mais on aura une. Et donc, il faut se préparer en conséquence. Et moi, j'ai appelé ça la préparation du jour J, le débarquement dans l'après. C'est un peu comme le débarquement en Normandie. C'est un phénomène que j'aime beaucoup, parce que c'est un phénomène qui a anticipé la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ça va anticiper la fin de la crise du Covid. Et donc, il faut qu'on se prépare, qu'on soit capable de réfléchir, de cogiter autour d'idées bancables qu'on pourra présenter aux entreprises après, si on va faire une réorientation de nos activités, ou bien des idées qu'on pourra présenter aux nations, c'est des idées endogènes et innovantes de l'entreprise, pour qu'il y ait un dialogue entre le public et le privé. C'est quelque chose d'ailleurs qui doit se faire immédiatement après. Voilà. Merci Souleymane, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit et c'est très important, sur les 2 points que tu as soulevés. Je vais rebondir sur les mesures. Chaque pays a mis en place des mesures pour accompagner les entrepreneurs. Et je pense que les entrepreneurs, que ce soit, je vois, il y a des gens du Congo qui sont là, Chris qui est là, Côte d'Ivoire, chaque pays a des mesures. Il faut s'informer. Et dans le cas où le pays n'a pas de mesures claires, n'hésitez pas à voir ce qui se fait dans des pays qui ont des économies similaires aux vôtres pour faire du lobbying et proposer des mesures au gouvernement. Je pense qu'ils n'ont pas toutes les solutions. C'est une situation qui est inédite. Personne ne sait comment gérer la crise. La seule chose qui fait la différence aujourd'hui, c'est le leadership, la personnalité et le leadership des uns et des autres. Mais nous sommes tous en train d'apprendre et nos leaders apprennent en même temps que nous ce que nous devons faire pour surmonter cette période. Donc, informez-vous pour savoir ce qu'il y a comme mesure d'accompagnement. Moi, je dirais aussi, c'est une période où il faut développer son réseau. Il faut pas, on est traumatisé, on est déprimé, c'est vrai, c'est une réalité. On peut pas faire semblant. On sourit parce que, comme je disais à une amie, et on ne peut que rire parce que c'est tout ce qui nous reste. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de blagues qui circulent, on rigole, mais en fait, on rigole parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Et on n'a pas le choix. Mais c'est pas parce qu'on rigole qu'on est inconscient, on rigole parce qu'on sait que si on rigole pas, on va pas se mettre à pleurer non plus. Donc, essayons de reconnecter. On a des carnets d'adresses, des gens avec qui qu'on a rencontrés dans des conférences, à des endroits, des gens qui peuvent être des clients potentiels, des gens qui peuvent être des fournisseurs potentiels. Reconnectons avec des gens, continuons à vivre parce qu'on ne doit pas s'arrêter, parce que le Covid ne peut pas nous vaincre et vaincre notre vie. La vie continue. On ne peut pas, j'ai une amie qui a dit l'autre jour dans une conférence que j'ai modérée, on ne peut pas mourir avant la mort. Donc, nous sommes vivants en tant que personnes. C'est vrai que nos entreprises subiront, parce que nous, personnellement, au niveau de iHub, je peux dire ce qu'on a fait. On a fermé, on a fait un call et on a dit, on va fermer, on va libérer tous nos locataires qui sont notre source de revenus, qui nous permet d'équilibrer nos comptes. Et nous allons tenir nos incubations, nos formations d'incubation à distance. Nous allons communiquer par vidéo, par virtuel, nous avons nos réunions. Nous n'allons pas facturer le mois d'avril à nos locataires qui sont les locataires de l'incubateur et on va voir ce qui va se passer. Donc, on a été obligé de faire un call parce qu'on sait que ces entrepreneurs aussi, c'est pas évident pour eux. C'est pas des grosses entreprises qui sont là. On est censé renforcer l'écosystème, donc on peut pas être un burden. On fait comme on peut pour payer nos salariés. On leur a donné à chacun un boîtier pour qu'ils puissent être connectés et pouvoir travailler en télétravail quand on a besoin d'eux à distance. Mais en même temps,
on ne sait pas très bien à quelle sauce on sera mangé dans un mois. On s'est dit jusqu'en avril, mais si je vous dis qu'on sait, on se dit on va anticiper, mais on est déjà en train d'anticiper comment est-ce qu'on va se réorganiser à l'entrée, à la rentrée, j'appelle ça une rentrée. Moi, j'appelle ça le jour d'après, parce que le jour d'après va arriver, et peut-être j'espère qu'il va nous surprendre pour arriver vite. Et se préparer. Donc, faites du networking, n'hésitez pas. Et quand vous avez, ne restez pas silencieux. Quel que soit le business qu'on fait, ne publiez pas des choses à vendre. Les gens n'ont pas, il faut de l'empathie. Aujourd'hui, on adore acheter des habits, mais je n'ai aucunement envie d'acheter des habits. Je vous dis la vérité, même mes habits m'énervent. Je me suis dit finalement, parce qu'on se rend compte que finalement, on dépense, on consomme, mais la consommation, c'est pas l'essentiel. On va apprendre à être plus qu'à voir. Donc, c'est ça. Donc, communiquez avec vos clients de façon empathique en vous mettant à leur place. Je vends des habits. Là, je ne peux pas vendre des habits. J'ai vu beaucoup de personnes qui vendaient des habits qui sont reconvertis dans le masque. Oui, c'est de plus en plus. Donc, ça, c'est possible. C'est de très belles initiatives, effectivement. Ça, c'est une belle initiative. Je vois une amie à moi qui est là, qui est directrice générale d'une grande banque de la place. Les banques de la place, je pense qu'aujourd'hui, je ne nommerai pas la banque, je ne peux pas faire de publicité. Tu n'as pas sponsorisé, ma chérie. Elle me connaît. Mais elle a des cartes prépayées qui sont intéressantes. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se balader avec du cash. Au lieu d'aller, on peut mettre une certaine… C'est le moment de communiquer. Comment est-ce que le service que vous avez peut être mis au service des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément… Comment est-ce qu'on peut aider aussi comme ça? Écoutez, je mets une carte, il y a une carte et vous allez mettre de l'argent sur cette carte pour pouvoir aider des communautés vulnérables. Il faut aussi qu'on soit solidaires. Regardons autour de nous, nos voisins. Moi, je vois, j'ai des voisins en face de moi, pas loin, qui vivent dans des maisons qui sont inachevées, des familles entières. Comment est-ce que je peux les aider? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Ils sont peut-être pas conscients du mal. Ils sont peut-être pas informés au même degré que moi. Comment est-ce que je peux faire pour les aider? Et ne disparaissons pas, parce que ce dont on va se souvenir après, c'est en anglais « Who cared about me? Who cared for others ?» Aujourd'hui, c'est qui était là pour qui était là pour tout le monde. Ne serait-ce que faire une petite vidéo, contactez vos clientes que vous aviez, qui ont acheté des habits, qui ont acheté des chaussures avec vous, qui ont acheté à manger. Pour ceux qui vendent de la nourriture, n'hésitez pas, si vous pouvez, faire des deliveries. Facebook est là, il y a énormément d'initiatives qui se mettent en place de façon à pouvoir servir les gens. Donc, c'est quelques petits tips que je voulais partager. Voilà. Et moi, je suis totalement d'accord sur de changer la manière de travailler. Il y a beaucoup de facteurs qui nous limitent en ce moment, mais il y en a d'autres qui nous aident aussi à aller de l'avant. Comme tu l'as dit si bien, Nabou, la technologie. Utilisez Facebook, vos téléphones portables, envoyez des messages, restez connectés avec les gens. Comme tu l'as dit, les gens sont prêts à se connecter sur des webinaires comme celui-ci. Et il y en a plein qui offrent leurs services vraiment gratuitement en ligne parce qu'ils se disent, on est tous dans une situation difficile. Si j'ai des conseils, si j'ai quelque chose que je peux partager, ben je me mets en ligne et je partage avec le monde. Et les gens sont prêts à venir et à gagner de cette connaissance-là. Et aussi, en termes de leadership avec empathie, c'est vraiment de considérer chacun d'entre nous et de comprendre que si un tiers personne est affectée par la crise, ben ça nous affecte tous. Donc, comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là? Et maintenant, je veux revenir sur le point de, par exemple, la gestion de crise et cette cellule qu'on veut créer. Il est vraiment très important pour les entreprises de se demander, est-ce que j'ai tout un dispositif en place pour vraiment gérer la crise? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont sur crise, qui ne savent pas comment le faire. Et par exemple, nous, vraiment très similaire à ce que le IHUB a dû faire, on a appelé l'équipe, on a fait un call, on a décidé de tous faire du télétravail. Mais évidemment, on avait déjà tous des ordinateurs et la connexion pour pouvoir faire le télétravail. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, vous devez vraiment faire une analyse de votre dispositif. Quel est votre pilotage des risques? Quel est votre plan de gestion? Et comment est-ce que vos activités continuent quand les opérations sont, si on veut dire, perturbées? Et après, il faut voir aussi en termes de ressources et de fonctions critiques. Et comme on le dit tous, il y a certains membres de l'équipe avec qui on ne peut pas se passer. Il y a d'autres, vous pouvez par exemple faire les congés ou bien même leur dire d'utiliser par exemple leurs jours qu'ils n'ont pas encore utilisés. C'est vraiment être très créatif sur ce que vous voulez faire. Et sur la partie maintenant du financement ou de la trésor, en cette période-là, ça sera très difficile de vous endetter. Mais si vous avez un taux d'endettement faible et que vous pouvez
reach out to friends and family ou bien même essayer de redynamiser votre activité, c'est vraiment très bien. Et puis, il est très important aussi de faire ce qu'on appelle, si on veut dire, une SWOT analysis. Donc, en français, c'est plutôt les forces, faiblesses et les opportunités et menaces. En ce moment-là, il y a tellement de, si on veut dire, les menaces sont là. Elle est déjà là. Le COVID-19, il est là, il attaque tout le monde. Maintenant, quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à toi? Comme tu l'as dit, par exemple, celle qui faisait le pagne avant, si tu fais des masques, ça ne va pas forcément te donner le même revenu que tu faisais avant, mais maintenant, tu crées une clientèle, tu crées ce lien de confiance et de personnes qui a vraiment été là pendant la période de crise. Donc, c'est tout ça qui aura de l'importance quand on va ressortir. Maintenant, en termes de cette anticipation, on est tous prêts à ressortir de la crise. On veut vraiment savoir quand, comment et quelle est la vision. Comment est-ce que maintenant, nous, en tant qu'Africains, en tant que chef d'entreprise ou même en tant que leader, comment on se réorganise pour qu'il y aura d'autres crises? Comment est-ce qu'on se prépare? C'est pas comme si on peut dire, bon, la prochaine, on sera, on a déjà vécu ça avec Covid, on est habitué maintenant, mais plutôt, comment est-ce qu'on peut répondre? Et voilà, mentalement, personnellement, et comment est-ce qu'on se restructure nos manières de vivre. Maintenant, on est beaucoup plus propre, on se lave les mains 10 fois par jour. Est-ce que ça va continuer post-Covid ou bien on retourne à nos mêmes manières? Comment est-ce qu'on voit les choses évoluer personnellement et du côté business aussi? Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit opportunité. Et effectivement, c'en est une. C'est une opportunité. Une opportunité pour le changement. Hein. Et tout à l'heure, plutôt dans le débat, j'ai mentionné le leapfrog, le saut quantique dont l'Afrique a besoin de faire. Et je pense que le moment est venu, mais à condition, et la condition sine qua non, c'est que la crise soit bien gérée. Moi, j'ai pensé à 3 scénarios. J'ai pensé à 3 scénarios. Vous savez, ça se passe simultanément. Maintenant, il y a plusieurs choses. J'ai aussi écrit dernièrement dans un article, le monde s'est transformé en un laboratoire à ciel ouvert. Tout le monde essaie et fait des choses. Et c'est ce qui rend cette crise belle, en fait. Parce qu'elle est riche en créativité. Donc, les scénarios auxquels j'ai pensé, et bien sûr, les filles, on peut en discuter, ils sont soumis à la recherche. Le premier, je l'ai appelé la purge. Je l'ai appelé la purge dans le sens où il y aura vraiment chamboulement total de l'activité de l'entreprise. Oui, on peut parler de faillite aussi, mais il y aura vraiment reprise, reconfiguration, reformulation, tous les Et donc, l'entreprise va être assez flexible pour renaître de ses cendres, si on peut dire la chose ainsi, tel un phénix, et puis peut-être trouver un autre créneau, comme le pagne, tout à l'heure vous avez dit, voilà, c'est des exemples qui sont des nôtres, africains, du pagne au masque, surtout que maintenant, la crise nous a montré combien des secteurs, comme le pharmaceutique et comme l'agroalimentaire, sont vitaux. Et que nous, Africains, nous risquons notre sécurité carrément. Vous savez, moi, je n'ai jamais été claustrophobe, mais j'ai commencé à développer une claustrophobie. Maintenant que les échanges se sont arrêtés, par exemple avec l'Asie et avec l'Europe, mais on risque de ne pas, les nations risquent de ne pas nourrir ou bien de soigner leur population parce qu'on ne peut pas ramener des produits. Un pays comme le Nigeria ou bien un pays comme l'Algérie, c'est des pays qui sont riches, qui ont des ressources naturelles et ils n'arrivent pas à mettre leur production, leur gaz et leur pétrole sur le marché pour ramener l'argent au continent, pour ensuite le faire sortir pour acheter des produits. Et donc, c'est hallucinant et ça fait peur. Donc voilà, ça c'est la purge. On peut changer de créneau. L'industrie pharmaceutique et l'agroalimentaire, c'est l'avenir de l'Afrique et une nation qui n'arrive pas à nourrir sa population, qui n'arrive pas à soigner sa population, n'a pas une raison d'être. Le deuxième scénario, je l'ai appelé la destruction créatrice. Et ça, c'est quelque chose, c'est une théorie de Schumpeter, c'est un économiste que j'aime beaucoup. Lui-même, il a pris la notion à Nietzsche. Il a fait la théorie en 1940. La destruction créatrice, c'est un peu comme la purge, mais pas vraiment. Mais il y aura une destruction. Mais il y aura une création qui va se passer ensuite, et peut-être pas vraiment de l'activité, mais peut-être des marchés nouveaux qui vont s'ouvrir, ou bien de nouveaux emplois qui vont se créer. Donc l'entreprise, elle doit être capable de voilà, reformer son personnel et l'initier à ces nouvelles compétences.
Donc, la destruction, mais à la création. Le troisième scénario, c'est un scénario peut-être optimiste, c'est resserrage des boulons. Et donc, il n'y a pas de dommages collatéraux, hein, mais c'est l'occasion pour l'entreprise de faire un check-up, de se connaître de l'intérieur, voilà, de fixer des failles qui sont révélées, de voir un diagnostic, voilà, tout un diagnostic qui doit se faire à l'entreprise et qui doit la préparer pour peut-être, oui, on ne sait jamais, hein, à une autre crise qui va certainement se passer. Hein. Ce n'est pas la fin des crises, elle va finir, mais on aura d'autres qui vont venir. Juste avant de finir, je veux vraiment, vraiment souligner l'importance de l'État. Moi, je crois beaucoup en l'État keynésien, hein, référence à Keynes. Et je crois vraiment en son rôle, en son omniprésence, pour relancer non seulement l'économie, mais pour rééquilibrer un équilibre général qui est supposé être fait par le marché, hein, mais il se trouve en ces moments inédits, ces moments de crise, cet équilibre n'a pas été fait. La demande, c'est-à-dire que la demande, elle n'est pas satisfaite. On n'a pas satisfait notre demande aux masques, en l'occurrence, aux produits pharmaceutiques. La demande, elle n'a pas été satisfaite et l'offre n'a pas réussi à satisfaire la demande. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment au fond de mes recherches, les choses que je suis en train de faire actuellement, c'est de revoir les choses, inverser les choses. Peut-être que c'est désormais la demande qui doit créer l'offre, qui doit influencer l'offre, et que la main invisible dont Adam Smith a parlé, celle du marché, elle doit maintenant, la main de Keynes doit prendre la relève à Adam Smith, sans pour autant vexer Adam Smith, qui est le père fondateur d'une discipline que j'adore. Hein. Mais vraiment, je pense que l'État doit être plus présent, il doit vraiment jouer son rôle. Non seulement maintenant, mais dans la foulée de la sortie de la crise. Oui. Merci, Souleymane. Alors, moi, je voudrais juste contribuer. C'est vrai que l'État doit jouer son rôle, mais nous avons aussi un rôle de visionnaire à avoir en tant qu'entrepreneur, en tant que collaborateur, en tant que chef d'entreprise. Nous avons un rôle de visionnaire, et ce rôle de visionnaire vient dans l'anticipation, je dirais que, comme tu l'as dit, it's not business as usual. Comment est-ce que je fais tourner, mon business va tourner sans que j'ai besoin, comme on parle du low-touch business, on dit que le low-touch business est là pour rester, est là pour continuer, parce que c'est quelque chose qui était en train d'être fait, mais c'est la transformation digitale, tout le monde est toujours en train de dire oui, on va le faire, genre c'est pas une urgence. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Je me remets parce qu'il y a des entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans des grands business, mais des petits business, des moyens business qui leur permettent de survenir et ils emploient des gens. Comment est-ce que je fais pour vendre mon contenu, pour vendre mon service, mon produit? Je dois réellement m'intéresser à la transformation digitale, qui est quelque chose qui avait l'air magique il n'y a pas longtemps, mais on est en train de le vivre parce que c'est une réalité. Avant, on voyageait pour avoir des conférences, enfin avant Coro. J'appelle ça avant Coro et après Coro. Avant Coro. Non, mais maintenant, on parle carrément de la Generation C. On parle de la Generation C. Vous savez, nous, on est la Generation Y. Et maintenant, on parle de la Generation C. La génération du Covid. Vous êtes Y, hein? Moi je suis peut-être avant Y. X, je suis peut-être X, je pense. Donc, je ne sais pas comment on appelle les gens qui sont nés dans les années 70. Bref. On ne dirait pas. Non, donc, c'est important de pouvoir voyez quels outils, apprenez, formez-vous pour savoir de quels outils vous avez besoin pour réellement pouvoir leverage et avoir un business en ligne, un business immatériel, un business qui va vous permettre de continuer à survivre et continuer à vous adapter à la nouvelle norme, en fait, parce que c'est une nouvelle norme. Exactement. Et je rebondis exactement sur ce que tu dis. C'est vrai qu'on doit croire que nos États et nos dirigeants vont aider et vont essayer de gérer la crise au mieux qu'ils peuvent, mais c'est à nous maintenant, dirigeants, leaders et même chacun à son niveau, de voir comment est-ce que je peux intervenir. Et Adam Grant, il a un quote où il dit « Rather than looking outwardly et predict the outcome, look inward », right? Donc, au lieu d'essayer de prédire, bon, ça va finir dans 1 mois, non, peut-être dans 2 mois, non, on n'aura que 10 morts, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ça va aller, en Afrique de l'Ouest, on est dur, c'est bon, ça va aller. Non, on ne sait pas. On a vraiment, exactly. Déjà, les mythes et
la misinformation doit arrêter, mais surtout, on n'a vraiment pas assez de données sur ce nouveau virus pour commencer à faire des prédictions. On n'est pas docteur, donc c'est mieux de se concentrer. À least, moi, je ne le suis pas. Je ne sais pas si on a des docteurs dans notre équipe ici qui peuvent nous donner des conseils, mais vu qu'on ne l'est pas, concentre-toi sur toi-même, tes capacités. Qu'est-ce que tu sais mieux faire? Eh bien, si c'est pour développer les entreprises, comment est-ce que dans cette période de Covid-là, je peux mettre ce service-là gratuitement pour que certaines entreprises peuvent se développer? Donc, on en a parlé déjà et on a commencé à se partager quelques liens. Il y a extrêmement de ressources qui sont disponibles pour les entreprises, pour les individus, pour se développer, parce que moi, c'est une passion, vraiment, toujours essayer d'aller de l'avant et d'apprendre et de continuer à apprendre. Donc, on va soit partager avec tous ceux qui nous ont rejoints et qui se sont enregistrés, on va partager des liens pour des classes gratuites qui sont offertes par plein d'institutions de renom comme Harvard, Wharton. Ils donnent plein de cours gratuitement en ligne en ce moment. Il y en a aussi, Deloitte aussi en train de faire des webinaires similaires à celui qu'on est en train de faire pour vraiment partager leurs conseils, non seulement côté juridique, mais aussi côté financier et puis sur tout ce que vous pouvez avoir comme question en termes de comment gérer cette crise, que ce soit supply chain, les ressources humaines et aussi votre trésorerie. Donc, on va partager ces liens-là. Il y a aussi la BAD qui, par exemple, veut faire, a déjà commencé même à faire un genre de séminaire et de workshop pour apprendre à faire des codes, à créer des sites. C'est le moment. Ça ne coûte rien. Si tu as un ordinateur, tu as l'Internet et tu as une idée, crée ton site, commence à travailler là-dessus. Développe-toi, crée de nouvelles capacités que tu n'avais pas. Apprends l'anglais, apprends l'espagnol. Vraiment, c'est le moment. On dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais on est à la maison 24 heures sur 24. On ne peut pas regarder la télé toute la journée. Donc, essayez de faire autre chose. Et comme ça, on en sort tous plus grands, plus intelligents et puis plus connectés parce qu'on aura quand même continué de converser et puis d'avoir ce genre de réunion. Je sais pas si ça avait autre chose. Je voulais vraiment que soit Hassan. Oui, go ahead, Nabou. Je veux juste rajouter une chose. Je pense que je vais rajouter pour moi les 5 mots-clés pour s'en sortir pendant cette crise. C'est ensemble, on ne réussira pas seul. Oui. C'est empathie. Yep. Chacun réagit différemment. Mettons-nous toujours à la place de l'autre. Résilience. Oui. Tout passe et ça passera. Et je pense que, j'ai dit 5 mots, mais pour le moment, ce sont ces 3 mots que je trouve. Solidaire, c'est différent d'ensemble. Solidaire, être ensemble sans être solidaire, mais soyons solidaires les uns des autres. Et surtout, la générosité. On pense qu'on ne peut plus faire comme avant. On a ce qu'on a. Des fois, on a des amis. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre. On peut proposer de s'entraider. Aujourd'hui, on peut proposer, si on est propriétaire d'une maison, on loue quelque chose, on peut dire, écoute, comment on fait? C'est vrai que j'ai besoin de mon loyer, mais bon, comment est-ce que tu peux faire? J'ai besoin que tu payes ça. C'est difficile pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ouais. C'est difficile pour tout le monde. Ce n'est facile pour personne. Et plus une entreprise est grosse, plus un chef d'entreprise a du monde, plus c'est difficile pour eux. Il ne faut pas dire non, c'est une grande entreprise, elle a de l'argent, ce n'est pas vrai. C'est plus difficile c'est difficile pour tout le monde. Il ne faut pas répondre pour les autres de leurs problèmes. Tout le monde a des problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas toi seul qui as un problème, c'est tout le monde. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est tous à la même échelle et comment on peut s'entraider et se soutenir mutuellement, que ce soit professionnellement, que ce soit familialement, que ce soit ne serait-ce qu'offrir un mot gentil à quelqu'un en demandant comment ça va, en écoutant l'autre. C'est extrêmement important aujourd'hui. Bienvenue aux dames de iHub. Hein. J'ai vu Astou, Nadine et Faël. Coucou. Mes associés. Oui, on a beaucoup. On a plus de 50 personnes. Donc, je veux juste rajouter, au fur et à mesure, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Comme ça, au fur et à mesure, on va les lire et puis essayer de répondre aux questions. Voilà. Cinéma, mot de fin, quel conseil optimiste? Qu'est-ce qu'on… Absolument, venant de moi, on peut que parler d'optimisme. Oui, je suis un peu plus optimiste, mais je veux revenir sur 2 points. Je te remercie beaucoup, Nabou, hein, pour les 5 mots-clés. Vraiment, hein, je peux rien rajouter. Mais pour moi, le plus important, vous savez, c'est l'opportunité, c'est les leçons qu'on doit tirer de tout cela. C'est les leçons. C'est-à-dire, c'est bien de voir, c'est un travail qu'on fait sur soi, en effet. Et c'est bien de voir, par exemple, tous les chiffres, combien de personnes qui ont été infectées, combien de personnes ont été des personnes mortes, etc. Mais au-delà de ces nombres, au-delà de ces chiffres, il faut faire une lecture. Par exemple, on compare des nations qui, malgré
leur grand PIB, malgré l'argent, disons, ils n'ont pas pu gérer. Et d'autres qui ont pu gérer. Et là, je cite l'Allemagne en l'occurrence. L'Allemagne, elle est en train de gérer. Pourquoi? Parce qu'elle a bossé en amont. Parce qu'elle a une grande industrie en amont. Elle a une sécurité alimentaire et une sécurité pharmaceutique. C'est pour ça qu'elle est aujourd'hui capable de porter main forte à ces pays européens. Donc, c'est les leçons qu'il faut tirer. Autre chose, et quelque chose de très important, moi, j'aimerais bien que tout le monde s'initie à penser l'impensable, à rentrer des éléments de fiction dans sa vie, à être capable d'imaginer des choses qu'on nous a beau dire, ben non, il ne faut pas, non, c'est quoi ça? Il faut rentrer des éléments de folie. La folie, parfois, c'est une raison. Regarder des séries de science-fiction, lire des livres, des dystopies, Le meilleur des mondes, je ne sais pas, citer le 1984, toutes ces choses-là, hein, si nous aident pas, effectivement, ça ne va pas nous aider à gérer des crises ou bien à s'en sortir, mais au moins, ces choses-là, la science-fiction va nous aider à ne pas trembler devant une crise et à gérer dans la foulée, à prendre l'initiative. Et j'invite vraiment tous les parents à s'initier eux-mêmes et à initier leurs enfants à ce genre d'éléments, à ce genre de choses. On est dans un tunnel. J'ai la conviction que le moment est sombre, que le moment est difficile, mais j'arrive à voir la lumière au bout de ce tunnel. Et j'espère que c'est le cas pour tout un chacun, pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui, que je remercie, qui se sont jointes à nous, et pour toutes les personnes qui vont revoir peut-être cela. Mais vraiment, je souhaite que l'on soit dans cet état d'esprit. Non, je suis d'accord. La créativité en ce moment-là, c'est très important. Surtout, essayer de vraiment décider quelle est par exemple, si tu as une passion pour la danse, pour la musique, vraiment essayer d'être créative et ça peut faire naître des idées vraiment très innovatrices qui vont essayer de révolutionner l'Afrique. Bon, Nabou avait déjà très bien introduit le sujet dont Hassan va parler rapidement. Lui, il est directeur financier à Snedaï, qui est une entreprise qui a plus de 800 employés. Et pas plus tard qu'hier, ils ont dû mettre en place leur Business Continuity Plan, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont répondre à cette crise et continuer à travailler. Donc, il va partager juste quelques points avec nous assez rapidement sur comment est-ce que eux, ils gèrent cette entreprise-là, ils gèrent cette crise dans leur entreprise. Bonjour Nabou. Bonjour Hassan, ça va, tu nous entends? Bonjour Afou, oui, ça va très bien. Souleymane, bonjour. Oui, l'homme de la partie. Merci de m'avoir invité. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Merci de m'avoir invité. C'était très intéressant. Merci pour tous vos inputs. J'en ai discuté rapidement avec Afou. J'ai dit c'est très intéressant. Ça m'a permis de suivre et on va pouvoir aussi appliquer certains de vos inputs en fait au niveau du groupe. Pour ma petite contribution, moi je peux vous dire déjà ce que nous on fait déjà dans une grande boîte. On a près de 800 employés, mais c'est les mêmes problèmes pour tout le monde. Hein. C'est les mêmes problèmes pour les grandes entreprises, c'est les mêmes problèmes pour les PME. On a les mêmes problèmes. Cette crise, c'est pas juste une crise économique. En tant qu'une grande société qui a 800 employés, on est obligé de tenir compte. Vous m'entendez? Oui, je te reçois. Oui, on t'entend bien. D'accord. Okay. C'est mon écran qui je vois plus trop. C'est bon, on te voit et puis on t'entend. Ok, d'accord. Donc, on est obligé de tenir compte, c'est une crise sociale. C'est pas juste une crise économique. On est obligé de tenir compte du cas social de près de 800 employés et toutes les mesures qu'on prend doivent en fait encadrer aussi ces employés-là. Donc, c'est pas juste des mesures économiques. Première chose, ce que Souleymane a très bien dit, c'est les mesures de l'État. Qu'est-ce que nous, on a fait? C'est une crise. Moi, j'ai participé à toutes sortes je suis directeur audit aussi, donc j'ai participé à toutes sortes de cartographies des risques, tableaux de risque, évaluation du risque. Vraiment, le COVID-19 ou le coronavirus n'était aussi aucun tableau. Donc, un arrêt de toutes les activités juste comme ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, c'est vraiment difficile d'anticiper. Je ne sais pas quelle compagnie ou quoi qui a pu vraiment anticiper dessus. Mais dès que la crise s'est annoncée,
oui, il faut, quand on parle d'anticipation, c'est juste après la crise. Mais là, maintenant, il faut gérer la crise. Exactement. Pour gérer la crise, première des choses, c'est déjà aller aux informations. Qu'est-ce que les États ont fait? Qu'est-ce que l'État a fait? Nous, pour notre petit exemple, l'État, par exemple, de Côte d'Ivoire a reporté de 3 mois toutes les impôts et taxes et charges sociales qui ont à voir sur le salaire et sur le revenu. Donc, ça, c'est déjà un grand avantage en trésor parce que ça te donne 3 mois de charges sociales et de trésor en termes d'impôts sur le revenu. Ils ont suspendu les contrôles fiscaux pour 3 mois également. Donc, ça te permet d'avoir une trésorerie assez forte déjà pour te préparer déjà pendant cette crise-là où tu es à court de revenus. Parce que là, tu es pratiquement en cessation d'exploitation. Donc, ces mesures-là te permettent d'avoir une trésorerie pour tenir en fait sur les 3 prochains mois et anticiper la reprise. Déjà prendre des mesures de flexibilité. Donc, moi, pour anticiper sur la reprise, c'est dès maintenant, il faut déjà regarder sur toute l'année, ou même voir 1 an à ce jour. C'est-à-dire, il ne faut pas juste dire, OK, bon, on estime que la crise va finir en juin ou en juillet, donc prendre des mesures à court terme, il faut dire en juin ou en juillet, on va reprendre, donc c'est à ce moment-là, on sera à terme. Non, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà regarder. Si vous êtes en perte d'exploitation sur, disons, 75% de vos différents chiffres, vous pouvez déjà essayer de réduire vos dépenses sur toute l'année de 10%. C'est-à-dire sur les 12 prochains mois, de 10%, essayer de descendre 10%. C'est vrai, c'est un impact, mais il faut être solidaire. Tout le monde va perdre. Donc, il faut être solidaire, c'est-à-dire les fournisseurs et vous-même et vos employés. Tout le monde accepte de perdre 10% sur l'année. Donc, c'est après, si on veut parler juste en chiffre brut, c'est 120% à peu près. Et si sur les 2 prochains mois, vous êtes en baisse de 60% de votre activité sur les 2 prochains mois, sur toute l'année, vous pouvez rattraper ça. Donc, c'est un peu ces mesures-là que vous devez prendre en termes d'anticipation. Et il faut regarder, ce n'est pas seulement les États, mais les banques. Aujourd'hui, la Banque centrale, la BCEAO, a invité en fait toutes les banques à accorder en fait des échéances, à prolonger les échéances ou à différer les échéances et à imposer aucune pénalité à tous les prêts qui sont déjà octroyés et à faciliter en fait les conditions de crédit. Et en cas échéant où la banque ne vous accompagne pas, vous pouvez partir sur le site de la BCEAO qui va vous aider en fait qui vont garantir en fait ces prêts. Donc, toutes ces mesures-là sont déjà en place, déjà par la BCEAO, par le gouvernement, déjà pour vous permettre de maintenir une certaine forme de trésorerie en attendant. Et maintenant, la deuxième partie, c'est à vous. C'est en tant qu'entreprise, c'est à vous de gérer. J'ai entendu plusieurs mots ici, diagnostic, solidarité, créativité, flexibilité, anticipation, visionnaire, initiative politique. En fait, c'est tout ça, il faut incorporer dans, disons, on va faire des webinars, hein, ou bien des séminaires ensemble et mettre toutes ces idées-là sur la place et essayer de créer. C'est vrai, vous êtes dans un business model déjà, mais changer, n'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à dynamiser le business parce que plus rien ne sera pareil. Même quand on vous donne les différents, c'est comme si on vous donne 3 mois de sursis ou bien 4 mois de sursis en fait pour venir avec quelque chose de nouveau, de dynamique et vraiment gagner en fait, transformer cette crise-là qui est un risque en opportunité, comme Afou l'a dit. C'est vrai, c'est un risque, c'est une crise, mais c'est aussi une opportunité pour tout entrepreneur, pour tout chef d'entreprise, de là montrer ses capacités, participer et créer quelque chose de nouveau, sorti de la monotonie qu'on était avant cette crise. Donc moi, c'était un peu ma petite contribution sur votre webinaire. Attendez, je vais
Je vais remuter. Maintenant, il y a beaucoup de bruit. Ah, donc, je vais essayer de résumer. Merci beaucoup, Hassan. Vraiment, ça fait plaisir au moins d'avoir un autre avis et puis voir comment vous, à votre niveau, vous essayez de gérer cette crise. Donc, je vais essayer de résumer. On a parlé de beaucoup de choses, on a partagé énormément de choses, mais vraiment, il est surtout très important de rester, c'est-à-dire de rester solidaire et au niveau personnel, je vais essayer de résumer un peu côté entreprise et côté personnel. Côté personnel, assurez-vous déjà même de votre bien-être. C'est-à-dire, si mentalement, vous n'êtes pas concentré ou bien vous ne vous sentez pas bien, la santé mentale est aussi bien importante que la santé physique. Il y a beaucoup de... On se concentre beaucoup sur maintenant les patients ou bien ceux qui sont atteints par le COVID, mais il y a d'autres maladies et votre santé mentale aussi a du sens. Et prenez des initiatives. Si par exemple, il y a des procédures qui ont été mises en place et des policiers, si on veut dire, d'hygiène que le gouvernement demande à tout un chacun de respecter. Si vous voyez que votre entreprise, vous n'êtes pas à 1 mètre l'un de l'autre, vous n'avez pas de masque, on vous dit de vous laver les mains, mais il n'y a pas de toilette ni d'eau pour vous laver les mains, prenez cette initiative-là. Assurez-vous même que vous-même, vous mettez en première position. Le travail, c'est très important, mais la vie est encore meilleure. Donc, vraiment, vous devez être votre propre priorité et vous protéger du mieux que vous pouvez parce que l'État ou bien les entreprises ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Donc, chacun, on doit s'entraider, comme Nabou l'a dit, on doit être solidaire, on doit être encore connecté. Et Dieu merci, la technologie nous permet de le faire. Côté entreprise, on a discuté vraiment d'assez de sujets. La première des choses, c'est la gestion de crise, mais surtout mettre en place des dispositifs de pilotage de risque et un plan de continuité de vos activités. Après, regardez côté ressources humaines, vous occupez de vos employés, mais aussi essayer de voir comment est-ce que vous pouvez gérer vos coûts et réduire aussi vos dépenses en ne forcément pas, parce que maintenant les revenus sont assez limités. Côté finances et trésorerie aussi, on en a beaucoup parlé. Faites des analyses. Pour vos prêts, il y a plein de dispositifs en place maintenant pour retarder les échéances ou bien même pour renégocier certains contrats. Donc, essayez de faire ça. Côté juridique aussi, c'est pareil. Si vous avez des contrats et que vous voulez maintenant les restructurer ou bien faire quelque chose de différent, il y a ce qu'on appelle les cas de force majeure. Je ne suis pas juriste, mais c'est un cas de force majeure, on est tous affectés. Donc, les gens maintenant sont plutôt ouverts à la renégociation et à la discussion. Donc, ça, c'était un peu aussi du côté entreprise. Maintenant, pour notre mot de fin, on a dit surtout rester positif. Toute chose a une fin. Donc, comme Nabou l'a dit, on ne peut pas mourir avant notre jour. Donc, on est là pour qu'on continue à se développer, que ce soit personnellement que professionnellement. Profitez de ce temps-là pour passer du temps avec votre famille nucléaire, c'est-à-dire ceux qui sont avec vous. Je ne vous dis pas d'aller rendre visite à quelqu'un, s'il vous plaît, mais vraiment profitez de ce temps-là pour vous-même vous développer, faire des trucs créatifs. Si tu voulais faire du sport, tu n'as pas pu le faire pendant un long moment, c'est le moment et il ne faut pas que post-Covid, tu te dises, ben voilà, j'aimerais faire tant et tant, mais je n'ai pas pu. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux questions. Assez rapidement, j'ai vu une question dans le groupe qui parlait de les meilleurs secteurs dans lesquels se lancer, mis à part le secteur pharmaceutique et médical. Ouais. Nabou a essayé de répondre. Ah, Nabou, je ne t'entends plus. Hein. Non, je suis là. Ah, d'accord, OK. Oui, tu avais essayé de répondre. Bon, je pose la question au groupe et tu vas nous répondre. Donc, la question de Kani, c'est plutôt quels sont d'autres secteurs dans lesquels se lancer? Parce que tout le monde veut faire les produits pharmaceutiques, les gels et tout ça, mais quels sont les secteurs dans lesquels quelqu'un peut se lancer en ce moment précis pour créer une application? Je voudrais, à Kani, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de personnes qui vendent de l'agroalimentaire ou alors qui produisent, qui sont même sur des marchés, mais qui n'ont pas forcément de passerelle et qui n'ont pas forcément accès au marché. Donc, accessibiliser le marché à ceux qui vendent les produits d'alimentation, je pense que ça peut pas être c'est la meilleure période pour ça. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de manger. Il y a aussi l'éducation, pouvoir accessibiliser, mettre en rapport les éducateurs avec les élèves et les parents d'élèves de façon à pouvoir les mettre en contact via des plateformes virtuelles. Je pense que ça aussi, ça peut être des opportunités intéressantes à créer. Je peux prendre l'exemple d'une jeune dame que je connais, qui est ma nièce au Mali, qui a créé une plateforme
de formation pour les élèves avec une école SMI. Elle vient de créer ça juste pendant le Covid, là. C'est une opportunité qu'elle a vue, elle a fait ça à Bamako. Donc, il faut se concentrer sur les secteurs essentiels. Les secteurs essentiels sur lesquels les gens ont besoin de consommer. Aujourd'hui, on a besoin de manger, on a besoin d'éduquer nos enfants. Et bien sûr, l'hygiène, je connais aussi une jeune dame qui était dans les produits cosmétiques et qui a réussi à faire des gels ici en Côte d'Ivoire. Elle fait des gels hydroalcooliques. Elle a commencé l'aloe vera. Donc, elle m'en a livré l'autre jour. Je vais essayer. Donc, c'est une initiative d'une jeune dame ivoirienne qui est dans la transformation. Donc, il faut innover et puis, dans ces secteurs-là, trouver des solutions. Et peut-être pas forcément innover, mais juste faire ce qu'il faut, des choses simples auxquelles on ne pense pas. Et si vous avez besoin d'idées, à iHub, on a toujours des idées. Même si on n'est pas ouvert, vous pouvez nous écrire, on peut vous conseiller. On n'est pas ouvert, mais on est ouvert d'esprit. On est là et on peut vous apporter. C'est facile, iHub, Abidjan, on est sur toutes les plateformes toutes les plateformes de réseau, tous les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous contacter et on est très ouvert. On a des super experts. On est 5 associés, tous brillants et intelligents. Ils sont tous comme moi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Nabou. Tu as tout dit, mais juste, je sais qu'on a dépassé le temps de 2 minutes, mais juste pour ajouter un tout petit point, le capital est lâche, ça on le sait, hein. Personne ne va prendre de risque en ce moment, mais vraiment, comme Nabou l'a dit, c'est le moment d'investir dans des secteurs qui sont essentiels et qui sont des secteurs d'avenir pour l'Afrique. Et encore une fois, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique, c'est les secteurs d'avenir pour nous, les Africains. Très bien. On a une autre question sur quels sont les outils digitaux pour s'assurer une collaboration, maintenir l'activité et créer de nouveaux business models. Donc, déjà, nous, je viens faire aussi le pitch d'HTS Partners. Nous, on a eu à expérimenter ça. J'ai aussi écrit un article sur comment gérer le télétravail, travailler à distance, utiliser les outils de collaboration. Il y en a énormément. Quand je vous dis que maintenant, c'est ces compagnies-là qui se font plein de revenus avec le Covid. Donc, nous, on utilise en ce moment Zoom, qui permet vraiment de faire des conférences calls, des webinars, des réunions avec plus de 300 personnes qui peuvent partager son vidéo. Je peux partager mon écran, je peux faire des modifications et le reste de l'équipe voit. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités sur ce service. Il y a Skype, il y a Microsoft Teams, mais aussi en termes aussi de partage même et de travail directement. Il y a Google Drive où vous pouvez facilement enregistrer des documents, partager des documents même de taille assez grande qui ne peuvent pas forcément passer par email. Et puis, il y a aussi Microsoft Teams, que j'ai mentionné plus tôt. Il y a aussi beaucoup de fonctionnalités en termes de même, pas seulement le partage d'écran, mais modifier les documents à la fois. Et ce qu'on essaie de faire aussi, vraiment en ce moment-là, c'est gratuit. Vous pouvez nous contacter. Si vous et votre équipe, vous essayez de voir comment faire du télétravail, comment continuer votre créativité, quelles sont les ressources digitales qui sont disponibles pour aider les entreprises à continuer leur activité dans cette période-là, on est ouvert, on le fera en télétravail, on fera une réunion sur Zoom et on essaiera du mieux que possible de vous expliquer et de vous mettre toutes ces ressources-là à votre disposition pour que vous puissiez continuer. Et c'est ça le bonheur d'avoir maintenant toutes ces technologies-là. Et donc, notre site, c'est hts-partners.com. Il y a mon email aussi, hts-partners.com. Et puis, voilà, si vous avez d'autres questions, si vous avez rempli le formulaire, on vous enverra de plus d'informations plus tard. Donc, il y a aussi ça. OK. Merci beaucoup de l'invitation, les filles. Ça m'a fait plaisir de Deux autres questions. Et puis, Nabou avait un mot de fin. Donc, l'autre question rapidement, c'est sur l'éducation et au système de cours en ligne. Comment donner l'opportunité aux populations qui n'ont pas accès à la télé de pouvoir avoir des cours? Allô? Vous m'entendez toujours? Allô?
perdue. Ah, elle est là. OK. J'ai perdu la connexion. Voilà, voilà le souci. La technologie, c'est parfait, mais ce n'est pas tout le temps Les ça. aléas du direct. Voilà, la connexion et puis il faut de l'Internet stable, qui est vraiment une denrée très rare en ce moment. Non, je disais juste qu'il y avait une question sur l'éducation. Comment est-ce que, parce qu'on a quand même quelques élèves qui sont avec nous, Yasmine et plusieurs autres, qui sont étudiants et maintenant qui n'ont pas forcément accès à l'Internet, comment est-ce qu'ils peuvent continuer à s'éduquer et puis à ne pas prendre du retard? Moi, je dirais les livres. Retournons à la base. J'arrive toujours pas à lire des livres en ligne. Les livres, le bouquin, physiquement, le prendre, Tout le touche page, c'est la meilleure des choses, la lecture. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je déplore vraiment. On n'a pas assez de librairies ici en Afrique. Donc, si tu n'as pas de livre à la maison, c'est assez compliqué. Mais je dis que la technologie, c'est bien, mais pas surtout. Retournons à la base. Si tu as des livres à la maison, ben, c'est le meilleur temps pour faire de la lecture. C'est mon point. Autre chose? Merci beaucoup. OK. Merci pour la fin, les filles. Avant qu'on finisse. Il y a quelqu'un qui s'appelle Traoré qui a fait une dernière question. Je reposte pour Yasmine Koné et au système en ligne, comment donner l'opportunité en applique. Alors, qui n'ont pas peut-être conscience, comment aider ces personnes. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, je prends l'exemple très simple, j'ai beaucoup aimé ce que il faut communiquer aussi, communiquer dans un langage qui parle aux gens autour de nous. Bon, merci Traoré pour cette question. Le préfet d'Abidjan a fait une vidéo en Nouchi. C'est bien. Pour parler du produit. J'ai adoré. Et je pense qu'il faut parler aux gens le langage. Ouais. Des fois, le gros français, c'est pas ça que les gens comprennent. Il faut qu'on se mette au niveau de tout le monde et qu'on soit beaucoup plus. C'est ce que j'appelle aussi de l'empathie. Mettons-nous au niveau des gens pour parler dans le langage qu'ils comprennent pour les protéger eux-mêmes. Donc, en tout cas, je voulais. Je pense que j'ai déjà dit ce que je voulais, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que j'ai plus vraiment grand-chose à dire, même si j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Et merci à Afou et à Suleima. Merci à vous. Et la prochaine fois, on fera quelque chose pour nos amis anglophones, n'est-ce pas? Oui, il faut qu'on fasse un autre en anglais. On parle tous franglais ici, anyway. La prochaine fois, c'est pour nos amis anglophones. Avec plaisir, oui. D'accord, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonne journée. Et puis, on a à très bientôt. Merci Nabou, merci Suleima. Bye. Au revoir. Bye. Au revoir.